Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 5e étape du Tour du Dauphiné, du Critérium du Dauphiné plutôt, avec l'étape numéro 5, l'étape donc de ce jeudi 9 juin, étape qui a encore été très intéressante avec un gros suspense, on reviendra là-dessus, on parlera du bilan des Bleus, top flop comme d'habitude, et puis une petite présentation de l'étape de demain, qui sera encore plutôt pour les sprinteurs, je pense, avant samedi et dimanche, ça devrait être un peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé cette étape. Voilà, quel coureur vous a plu, vous a déçu, enfin voilà, faites la totale. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et encore mieux quand vous mettez toutes les notifications. Là, c'est vraiment le Saint Graal. Et notamment, vous pouvez voir qu'il y a des vidéos Formule 1, qu'il y aura une vidéo MotoGP incessamment sous peu, demain ou après-demain. Est-ce qu'on fera une vidéo des 24 heures du Mans? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas non plus. Et puis il y a toujours le bilan du Giro qui est en attente, qui sera peut-être écrit demain, mais qui ne sera pas enregistré demain. Ça, je peux déjà vous le dire. Étape numéro 5, encore un beau suspense avec une belle échappée à l'avant. Il y avait notamment Benjamin Thomas, notamment Yann Bakeland. On avait des bons rouleurs, Fabien Doubet aussi, qui est souvent dans les échappées. Donc voilà, on avait du beau monde dans le final de cette étape. Échappée reprise dans le dernier kilomètre, vraiment dans le final de cette étape. Voilà, il n'a pas fallu grand-chose pour les 4 hommes de tête pour potentiellement s'imposer. Il y avait également Schoenberger de l'équipe BNB Hotel. Et ça a été vraiment une belle journée de cyclisme. Ça a été animé sur une étape où on s'attendait plutôt à un sprint, mais il y a eu un beau duel. Et vraiment avec des bons coureurs échappés, des bons baroudeurs. Pourtant, on leur avait pas laissé beaucoup d'avance toute la journée. Mais ils ont été intelligents, puis ils ont joué au jeu du chat et de la souris. Voilà, ils ont un petit peu attendu. On s'aperçoit que sur ce Dauphiné, il y a beaucoup d'échappées. Et des échappées avec des très bons coureurs qui parfois vont loin. Tout simplement pour une raison extrêmement simple, il n'y a pas 150 sprinters au départ, donc il y a peu d'équipes qui peuvent contrôler pour l'étape. Là, il y avait un peu Bike Exchange, il y a un peu Ineos pour Ethaneter, il y a un peu la Jumbo. Mais ce sont également des équipes qui ont des leaders pour le général. Et il y a des formations qui n'ont pas d'intérêt à rouler derrière des échappées qui sont déjà un petit peu loin général. Donc, c'est vrai que ça fait une course qui est animée. On a vu notamment la victoire de Villermoz. Là, ça a failli faire la même chose aujourd'hui dans cette échappée de 4. Mais tout simplement parce qu'on regarde la liste de départ, on voit qu'il y a peu d'équipes qui sont en capacité de contrôler. Donc tout de suite, ça donne des ailes. Comme il y a peu d'équipes qui sont en capacité de contrôler, il y a peu d'équipes également qui sont en capacité de filtrer en début d'étape. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que des bons coureurs partent en échappée. Et puis encore une fois, des équipes de sprinteurs qui ont également pour la plupart des leaders pour le général. Donc on ne met pas non plus toutes les forces dans la bataille, en sachant que samedi-dimanche, ça va être assez compliqué. Et puis peut-être également le Giro donne des ailes, parce que les coureurs qui sont sur le Dauphiné, alors certains ont participé au Giro, mais pour la plupart, ils ont plutôt regardé les étapes parfois en rentrant d'une journée de stage, et ils ont vu que sur le Giro, les échappées ont été assez nombreuses. Il y a eu pas mal de victoires d'étape du côté des échappées. Et donc on se dit, peut-être que ça peut plus le faire. Puis je le dis depuis la Covid, on a un petit peu changé la manière de courir. J'ai même lu une interview des mecs qui font PCM, qui font Pro Cycling Manager, qui ont changé un petit peu leur intelligence artificielle. Faut savoir que PCM, c'est toujours des changements un petit peu à la marge. Et là, ils ont décidé de changer pour le PCM 2022. Pas mal de choses au niveau de l'intelligence artificielle, parce que pour que le jeu soit un peu plus réaliste, vu que les courses sont un peu moins cadenassées qu'à une époque, le peloton réagit différemment. Donc pourquoi pas avoir des leaders qui partent de beaucoup plus loin et voilà, changer un petit peu la manière dont l'IA se comporte dans le jeu. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Hugo Page. Encore une fois, je parle du français. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de coureurs dont j'ai déjà parlé. Pourquoi 5e aujourd'hui Hugo Page? Très belle performance encore une fois du français devant Mathis Louvel, devant Christophe Laporte, devant qui lançait le sprint, devant Venturini. C'est bien ce que fait Hugo Page. Je rappelle, jeune coureur, belle recrue de la part d'Intermarché. Qui a senti la pépite. 20 ans seulement. 24 juillet 2001. Donc voilà, il aura 21 ans dans un mois. Et pour le moment, il fait vraiment des très très bons sprints. Là, en plus, ils ont montré un peu le peloton en plan large là, dans le dernier kilomètre et demi, les 2 derniers kilomètres. Je regardais comment il se comportait. Vous le savez, moi j'aime bien les sprints, mais quand je regarde un sprint, je me focalise sur certains coureurs. Et Hugo Page, je voulais voir comment il se démerdait dans un peloton, comme j'avais fait avec, je l'ai fait avec Arnaud Démarre sur le Giro, mais j'avais fait avec un Dainese par exemple. Je voulais voir, et voilà, c'est des coureurs où je veux voir comment ils se comportent dans un peloton. Et Hugo Page, je trouve que c'était vraiment très bien. Il a pris tout de suite la roue de Van Aert, et après tu avais le lanceur de Mathis Louvel, qui tentait de choper la roue de Van Aert. Il se laissait pas faire, un petit coup d'épaule. Il se laissait pas intimider, le petit Hugo Page. Alors dans le sprint final, on s'aperçoit qu'il est, je crois, dans la route Stuyven. Je crois qu'il est plus dans la route Van Aert, il est dans la route Stuyven, mais qui avait pris la route Van Aert. Et il est surtout gêné par Laporte. Je ne sais plus s'il est dans la route Van Aert ou de Stuyven, je ne sais plus. Mais il est surtout gêné par Laporte, donc il est obligé de... Voilà, Laporte quand il se décale du mauvais côté, mais en même temps il y avait les coureurs de l'échappée. Et il se décale sur le côté. Il tente de prendre l'aspiration de Bakeland et ensuite il finit son sprint et il finit fort encore une fois. Il finit en survitesse, je dirais, par rapport à Boisson-Hagen, par rapport à Ethan Etter. Il est plus rapide que ces coureurs-là. Donc c'est vraiment bien pour le moment ce que fait Hugo Page. C'est un bon Dauphiné que réalise le coureur français. Boisson-Hagen. Moins 5 au classement JR. Je crois que c'est même le plus bas qu'on ait eu. Je crois que c'est un record, moins 5 au classement JR. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a rarement été aussi bas. Je rappelle le classement JR, le point JR. Quand je dis du mal, je rajoute un point. Quand je dis du bien, j'enlève un point. Je m'attendais à dire beaucoup de mal de cette équipe en début de saison et ce phénomène se retourne contre moi. Edvald Boasson-Hagen, très bon sprint, 4e, pourtant pas très bien placé à l'amorce du kilomètre. Mais Boasson-Hagen reste quand même un très bon coureur. Et puis sur une étape comme ça un peu vallonnée, il y avait quand même 2000 mètres de dénivelé positif. Même s'il a pu la vivacité qu'il avait il y a 5-6 ans, ça reste un coureur qui passe mieux les côtes que certains de ses adversaires. Donc il a fait vraiment du bon travail, Edvald Boasson-Hagen. Voilà, il s'en est très très bien sorti, le coureur norvégien. Et sur une étape comme ça, voilà, fallait être intelligent. Fallait savoir se placer également dans le final avec les 2 dernières bosses et ça favorisait un Boasson-Hagen, mais bien ce que fait Edvald Boasson-Hagen. Et c'est important parce que pour les invitations sur le prochain Tour de France, pour les coureurs qui seront autour de Peter Sagan, voilà, on est encore... je suis pas sûr qu'il soit totalement sûr d'aller sur le Tour de France, Boasson-Hagen. Non, c'est pas encore fait. Donc je pense voilà, il a envie de se montrer, il a envie de montrer à l'équipe que à 35 ans, il est encore capable d'entourer des sprinters et de faire du bon boulot pour Peter Sagan. Donc voilà, il a besoin de se montrer. Je regarde, il a commencé en 2006, Edvald Boasson-Hagen. C'est assez dingue. Il a rejoint le Team Aero donc en 2008 au moment de Cavendish et autres. Mais sacré coureur quand même, Boasson-Hagen, qui a fait 5 saisons à la Sky. Il y a peut-être une erreur. Mais c'est un coureur qui a changé assez peu d'équipe parce que ses 2 premières saisons, c'est dans l'équipe Max Beau. Ensuite, il est chez Aero de Columbia, Sky.
Et Dimension Data, MTN, qui était la même structure. Donc voilà, c'est un coureur qui est maintenant Total Energy. C'est-à-dire qu'en 15 ans de carrière, il y en a des, ils font 10 équipes, lui, il en a fait 4. Hein, donc c'est plutôt bien. On poursuit avec Benjamin Thomas, pour finir, du côté du bilan des Bleus. Il a très bien couru aujourd'hui, Benjamin Thomas. C'est pour moi le coureur qui m'impressionnait le plus dans l'échappée. C'est le coureur pour moi qui prenait le plus de relais, qui était vraiment le plus impressionnant dans cette échappée, un peu plus que Fabien Doubé qui était beaucoup plus à la rupture. Je trouve que si l'échappée se faire reprendre que dans le dernier kilomètre, c'est grâce à Benjamin Thomas. Je regardais sa position sur le vélo. Il est très bas sur le vélo, ce qui fait qu'il est très aérodynamique. Regardez un petit peu, parce que bon, normalement les coureurs qui viennent de la piste, ils sont quand même pas mauvais au niveau de la position. Mais là, regardez, il était vraiment très très bas, même quand il a les mains sur les cocottes. Et il avait vraiment une position aéro vraiment très bonne, Benjamin Thomas, et puis il donnait tout, vraiment, hein, il se retenait pas, il a mis beaucoup d'énergie. Alors ça n'a pas marché, mais ça s'est joué à tellement peu pour le coureur français, mais vraiment voilà, il a donné le maximum aujourd'hui, il n'a pas de regret à avoir, Benjamin Thomas, parce que voilà, je pense qu'il avait besoin aussi de prendre une échappée, Benjamin Thomas. Voilà, le chrono n'avait pas été exceptionnel, donc je pense qu'il avait besoin peut-être un petit peu de se rassurer. C'est un coureur qui est prévu sur le prochain Tour de France. Je pense au Tour de Brian Cocard, Benjamin Thomas, et puis pourquoi pas au niveau des leaders aussi, hein, parce que ça reste un coureur qui passe quand même les bosses. Je rappelle, vainqueur en début de saison de l'Étoile de Bessèges, avec notamment le Mont Bouquet où il avait fait 11e, donc c'est quand même un coureur qui passe bien les étapes de vallonné. Et puis à 4e du dernier 4 jours de Dunkerque, vainqueur des boucles de la Mayenne, voilà, Dauphiné, qui était un peu plus difficile. Donc voilà, ça fait du bien de revoir Benjamin Thomas aux avant-postes, le coureur de la Cofidis. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert. Pourtant, sprint qui n'était pas évident pour Wout van Aert parce que il est gêné par la porte. C'est avec la porte. Alors, du fait que. Bon, faut quand même réexpliquer. Aux 400 mètres, grosso modo, on revient sur l'arrière des échappées. Ce qui fait que quand Laporte fait son effort, il est obligé de se décaler sur la gauche de la route. Sauf que quand il a terminé son travail et quand il doit s'écarter, il y a toujours du monde à droite. Il y a toujours des coureurs qui sont échappés. Donc, il est obligé de se décaler sur la gauche. Sauf qu'au même moment, Van Aert se dit « je vais me mettre sur la gauche » parce qu'il y a les coureurs qui sont échappés. Donc, les deux ont failli se gêner. Donc, c'est vrai que Van Aert, sur son début sur sa première impulsion de sprint, on est à deux doigts de la catastrophe. Ensuite, après, derrière, ça reste Wout van Aert. Très bon coureur de la Jumbo. Et puis, sur cette course, il est au-dessus. Il est au-dessus parce que c'est des parcours qui lui conviennent parfaitement. C'est-à-dire que si on avait voulu que Wout van Aert gagne 5 étapes, on n'aurait pas fait mieux. C'est un parcours idéal pour lui. Des étapes qui sont pas totalement plates, voilà, avec des petites bosses à chaque fois. Pas un gros plateau de sprinter. L'adversaire numéro 1 étant pour moi Ethan Etter. Donc voilà, il fait vraiment du très très bon job, Wout van Aert. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'est parfait, à part qu'il est en très bonne forme. Alors, peut-être un peu trop en forme. Mais bon, quand on finit à 2 secondes de Ghana, on a des très bonnes jambes sur le chrono. J'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop tôt en forme. Parce qu'on est à encore un mois du prochain Tour de France. Le prochain Tour de France, il démarrera le 1er juin. Donc on est encore à 25 jours du 1er juillet. Donc on est encore à 25 jours à peu près du prochain Tour de France. Donc voilà, c'est peut-être en forme un peu trop tôt. Mais c'est la seule inquiétude que j'ai du côté de Van Aert parce que sinon en ce moment tout se passe très très bien. Deuxième coureur au top et deuxième coureur de l'étape également, je me suis pas fait chier. Jordi Meeus, le sprinter belge. On parlait dans les commentaires, c'était ce matin parce que on m'a mis dans les commentaires. Voilà, on parle beaucoup d'Arnaud Delis en ce moment. Mais j'ai envie de dire. Bon, on parle beaucoup d'Arnaud Delis parce que c'est impressionnant pour une première saison professionnelle ce qu'il fait, ça c'est clair et net.
Mais je disais dans les commentaires, on a quand même un renouvellement un petit peu des sprinters. Quand on voit Caden Groves, quand on voit Dainese qui est presque vieux à 24 ans, mais Jordi Meus, 23 ans, Hugo Page, 20 ans également. Quand on voit Olav Koy, également, il y a également les deux autres coureurs de l'équipe Jumbo, j'ai oublié, c'est les frères jumeaux du côté de la Jumbo, je vais peut-être les retrouver. Les Van Dijk aussi, qui sont pas mauvais au niveau du sprint. Il y a vraiment une belle nouvelle génération qui est en train d'arriver au niveau du sprint. Et ce sont des très bons coureurs. Alors Jordi Meus, aujourd'hui, ça s'est bien passé pour le coureur belge. Vous savez ce que je pense de Jordi Meus, et je trouve qu'il est un peu lourd. 80 kg aujourd'hui, alors ça, il fait 1m90, mais 80 kg, ça reste quand même un beau bébé dans le monde du cyclisme. Bon, je dis toujours que dans les étapes un petit peu vallonnées, c'est compliqué. Il prépare la Vuelta, hein. Donc c'est vraiment une course presque, enfin pas vraiment de reprise parce qu'il a fait Round Call le 22 mai, mais il n'a pas les mêmes objectifs qu'ont d'autres coureurs. Mais là aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, et puis c'est son meilleur résultat de la saison. Parce qu'il avait une campagne de classique flandrienne très compliquée, à part Paris-Roubaix et le Châle des Prailles, où il avait fait 12e du Châle des Prailles, 14e de Paris-Roubaix. Et puis le début de saison n'avait pas été fou. Son meilleur résultat, c'était 7e à Faro sur le Tour de l'Algarve. Donc là, voilà, ça montre que les gens vont peut-être de mieux en mieux et que la fin de saison peut peut-être être très intéressante pour le coureur belge qui est en contrat jusqu'en 2024 et qui a commencé chez SEG Racing Academy. Vous savez, cette équipe qui a pour objectif de découvrir des grands talents. Et l'année où il a débuté dans cette équipe, il y avait notamment Eduardo Affini, Chesbol, Fabio Jacobsen également, hein, donc des petits talents, et Stephen Williams aussi, Julius Vandenberg également, du coureur, et des Schelling, voilà, je rajoute à chaque fois, hein, mais voilà, des coureurs qui ont un petit talent quand même, hein, pas des branquignoles. On poursuit du côté des coureurs au top avec Jan Bakeland. Ça fait du bien de revoir Jan Bakeland au top. Jan Bakeland, c'est un pas mauvais coureur, mais il y a eu un avant et un après sa chute au Tour de Lombardie. Ça, c'est clair et net. Et c'est vrai que ces années chez AG2R, ça avait bien débuté. La dernière année avait été plus compliquée en 2018. Ensuite, il a tenté Sunweb. Ça s'était pas bien passé du tout du côté de la Sunweb. Et depuis qu'il a rejoint Intermarché, je trouve que vraiment c'est pas mal ce que fait Bakeland. Surtout là depuis l'année dernière, on a retrouvé vraiment un Jan Bakeland offensif, combatif. Coureur qui est également dans sa dernière année de contrat, 36 ans. Donc toujours la question de se poser, est-ce qu'on repart pour une année, pour 2 ans, ou est-ce qu'on prend sa retraite ? Je rappelle, vainqueur d'une étape sur le Tour de France en 2013, c'était en Corse. Mais coureur, voilà, qu'on avait un peu perdu de vue depuis quelques temps et qu'on revoit aux avant-postes, donc c'est vraiment bien. Coureur qui est passé, lui, dans quelques équipes belges, hein, notamment Chocolat Jacques. Il a commencé chez Chocolat Jacques. Il a été chez Omega également, Top Sport, Radio Shack. Omega une deuxième fois, Omega Pharmaco qui s'appelle AG2R. Pendant 4 ans, c'est l'équipe où il est resté le plus longtemps. Mais c'est bien ce que fait en ce moment Bakeland. Donc voilà, on retrouve un petit peu le Bakeland offensif qu'on avait connu en début de carrière et qu'on avait un peu perdu depuis quelques temps. Également 13e du Tour du Finistère par exemple, hein, sur le mois de mai. Il fait un mois de mai, un début de mois de juin très intéressant. Alors il n'est pas prévu techniquement sur le Tour de France, il est prévu sur les Grands Prix de Québec et Montréal et sur le Tour de Lombardie, mais peut-être qu'il est là également pour choper un dernier ticket du côté de chez Intermarché. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Molano. Bon, pas la première fois qu'il est bonnet d'âne de cette année, hein, Molano. Pas dans le bon groupe, hein. Lâché. Alors, Molano, encore une fois, normalement, il doit passer ce genre de difficultés.
il doit être dans les avant-postes, Molano. C'est un coureur qui sait passer ce type de boss. Non, pardon, 10e du sprint. Oui, j'ai dit une bêtise. Mais sur un sprint comme ça, Molano, il doit être devant, plus devant. Le problème, c'est que bon, il est peut-être pas forcément aidé, mais derrière Louvel, derrière même Bakelands qui était dans l'échappée, derrière Badjoli, on parle quand même de Juan Sebastian Molano, quoi. On parle pas de Joel Rigolo, on parle d'un coureur qui normalement doit être aux avant-postes. Donc s'il n'est pas aux avant-postes, c'est pas normal. Si il n'est pas en tête sur un sprint, ou encore une fois, le plateau de sprinter sur cette course n'est pas excellent. Il doit être il doit être devant Badjoli. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'il soit derrière Badjoli. Donc voilà, pour moi, c'est pas top. Groenewegen. Alors je veux bien que Groenewegen il passe pas les bosses, mais là aujourd'hui il y avait quand même que 2000 mètres de dénivelé positif, même un peu moins de 2000 mètres de dénivelé positif. C'est surtout que je me dis, techniquement il est prévu pour le Tour de France. Groenewegen, s'il n'arrive pas à passer un peu mieux les bosses, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour le prochain Tour de France. Alors il est prévu qu'il fasse également le Tour de Slovénie, mais je suis quand même... de toute manière, Groenewegen, depuis sa reprise au mois de mai, je trouve qu'il... j'avais vu quelques images sur le Tour de Hongrie, je n'avais pas trouvé incroyable. Alors après, j'ai pas vu l'étape, la course aux Pays-Bas qu'il a remportée. Il a remporté également une étape sur le Tour de Hongrie. Mais c'est vrai que sur ce Dauphiné, pour le moment, il n'est pas du tout dans le coup. Et c'est inquiétant, mais c'est surtout qu'on se dit, est-ce qu'il a les capacités en fait de passer les bosses? Je suis pas sûr aujourd'hui. Je suis pas sûr du tout. Et c'est quand même triste de venir sur une course et de pas jouer un sprint. Alors, est-ce qu'il vient sur le Dauphiné pour se préparer pour la montagne, ce que faisaient certains sprinteurs? Peut-être. Mais bon, là aujourd'hui, il y avait quand même une belle opportunité. C'est dommage de ne pas réussir à concrétiser, à être aux avant-postes, quoi. Vraiment, c'est un petit peu triste. Et puis, le fait qu'il avait qu'un équipier avec lui, ça montre bien que chez Bike & Change, on n'y croit peut-être plus vraiment sur ce Dauphiné du coureur néerlandais. Et puis, je termine avec Mickaël Honoré. Je trouve ça dommage qu'on lui ait pas donné sa chance aujourd'hui, que ça soit Badjoli qui ait fait le sprint. Mais Mickaël Honoré, bon, ça fait depuis quelques temps qu'il est un petit peu décevant. Voilà. Et pourtant il a que 25 ans, mais j'ai l'impression que chez Quick-Step il est descendu dans la hiérarchie. Et puis son année 2022, meilleur résultat, c'est une 11e place, 10e non, sur le Tour de Romandie d'une étape. Mais pour le moment, ça manque un peu de bons résultats, alors que l'année dernière il avait fait vraiment une belle année, 3e de la Bretagne classique, 2e de Van Course Overijse, 4e de la Primus classique, 9e d'une étape du Tour d'Italie. Voilà, il y a eu quand même des bons résultats, même en 2020. Il y avait eu également quelques places d'honneur, au moins quelques podiums. Là, c'est pas fou, quoi, ce qu'il fait pour le moment Honoré. Alors que c'est un bon coureur qui doit être capable de faire mieux que ça. C'est pas normal que pour le moment il soit aussi loin. Donc je trouve ça un peu triste pour le coureur danois qui a commencé dans l'équipe Wahoo, où il y avait notamment un certain Casper Asgreen et un Alexander Kamp dans cette équipe. Voilà, quand il a dégaré, donc pas mal du tout. Il avait remporté notamment une étape du circuit de Wallonie cette année-là. Voilà, ça avait été plutôt une belle performance de la part du coureur du coureur danois, en sachant que Casper Asgreen n'avait fait que 3 mois dans l'équipe en 2018. Ils ont fait que 3 mois ensemble à ce moment-là, et puis ensuite ils se sont retrouvés du côté de Quick-Step, mais je trouve ça dommage qu'on fasse un sprint à Badjoli. Badjoli c'est un puncher, mais c'est pas un sprinter.
pas Michael Honoré. Ou au moins que Michael Honoré n'ait pas tenté quelque chose pour le moment dans les échappées, parce qu'on sait qu'il y a des très bonnes qualités de baroudeur. Voilà, je suis un petit peu déçu pour le moment de Michael Honoré. On passe à l'étape de demain, arrivé à Gap en partant de Rives, 197 km. Deux côtes de deuxième catégorie, une de troisième, une de quatrième. La dernière grande difficulté est à bien 60 km de l'arrivée. Alors il y a encore une petite bosse dans le final à 7 km de l'arrivée. Mais bon, j'ai peur que ça soit pas suffisant pour réussir à faire la différence du côté de Gap. Donc je m'attends quand même à un sprint du côté de la ville célèbre pour la faire, enfin pour Armstrong. Hein, sa traversée du champ, c'était du côté de Gap, pour ceux qui s'en souviennent. Ça a marqué mon enfance, cette image-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mériac Production. Ciao, ciao!